J'appuie sur Envoyer à 7h58. Le message part vers 3 destinataires. Agence régionale de santé, commission des usagers de la clinique Saint-V, conseil départemental de l'ordre. Objet, signalement circonstancié, altération de dossier médical. Pièce jointe, 47 fichiers, PDF, 312 pages, indexés, horodatés, comparés. Le serveur accuse réception à 7h59. Je capture l'écran. Je sauvegarde le journal SMTP. À 8h03, je déclenche l'assignation préparée la veille. Mon avocate clique depuis son cabinet. Je reçois la copie exécutoire à 8h04. Référé expertise, demande de provision, communication forcée des versions successives du dossier patient, extraction des logs du logiciel métier. J'ai exigé les logs natifs, pas des exports. Les métadonnées internes, pas des PDF. À 8h12, le docteur L entre en consultation. Je connais l'heure. Son planning public indique une première patiente à 8h10. Il portera une blouse repassée, badge magnétique, stéthoscope. Dans la salle d'attente, des avis encadrés mentionnent confiance, humanité, excellence. Sur le site de la clinique, sa biographie cite 20 ans d'expérience, participation à des congrès, responsabilité d'un pôle. L'institution le présente comme référent. À 8h17, son secrétariat reçoit la notification ARS. À 8h19, la clinique reçoit la convocation du tribunal par voie électronique sécurisée. À 8h22, l'ordre enregistre le signalement. Je synchronise ces heures sur mon tableau. 3 canaux distincts, une même chronologie. Je n'ai pas cherché la surprise. J'ai cherché la simultanéité. Depuis 18 mois, je n'exprime rien. Je classe. Répertoire unique, L-bas procédure, sous-dossier normalisé, CR-bas consulte, imagerie, biologie, courriel, portail-bas patient, jurisprudence, coût. Chaque fichier suit le format AAAA-M, M-JJ-bas source, bas objet, bas version. Je calcule les empreintes SHA 256. Je conserve les accusés. Je compare les chaînes de caractères. Le 14 mars 2024, consultation à 16h40. Compte rendu signé électroniquement. J'ai téléchargé la version initiale le 16 mars à 9h12. Je l'ai archivé, haché, imprimé, envoyé en recommandé à moi-même, enveloppe non ouverte. Le 3 février 2026 à 10h36, je télécharge à nouveau le même document depuis le portail patient. Même date, même signature, même en-tête. Une phrase diffère. Version 1, hypothèse principale, affection bénigne, pas d'urgence. Version 2, hypothèse principale, affection bénigne, urgence exclue. Je n'interprète pas. Je juxtapose. Pas d'urgence, l'un décrit un choix. Urgence exclue décrit une impossibilité. L'écart est de 2 mots. L'effet est structurel. En responsabilité civile, la certitude protège davantage que la prudence. Je n'ai pas signalé la divergence immédiatement. J'ai attendu la fenêtre de certification qualité de la clinique. Renouvellement prévu en juin. Toute procédure contentieuse active impose une déclaration interne d'événements indésirables associés aux soins. Cette déclaration alimente une commission qualité. La commission rédige un procès-verbal. Le procès-verbal mentionne les versions de documents examinés. Les versions sont datées. Les dates exposent les modifications. À 8h31, je reçois un SMS. Dr L souhaite vous voir rapidement pour faire le point. Disponibilité aujourd'hui 18h30. Le message est bref. Je capture. J'extrais les métadonnées EXIF. Je réponds « Confirmé ». Je n'annule rien. Je n'avance rien. À 8h44, mon avocate m'appelle. Elle ne commande pas le fond. Elle vérifie la consignation de 1 500 € et le calendrier. Audience fixée sous 15 jours. Elle me demande si je dispose des sauvegardes brutes. Je réponds oui. 3 supports chiffrés, 2 emplacements physiques distincts. Elle note. À 9h02, je consulte les avis publics du Dr L. Une nouvelle recommandation apparaît, postée à 7h50. Médecin attentif, diagnostic rapide, rassurant. Je capture l'écran. Je relève l'horodatage. Je vérifie l'historique via archive en ligne. Aucun commentaire antérieur ne mentionne de révision de dossier. À 9h18, je dresse la liste des personnes qui auront accès au log. Responsable informatique, direction qualité, médecin DIM Monsieur 3 noms. 3 signatures potentielles sur un document interne. J'inscris leurs fonctions, leurs adresses plus professionnelles, leurs obligations déclaratives. Je ne cherche pas à démontrer une erreur médicale. Je cible la traçabilité. Une altération après coup transforme une décision en certitude.
La certitude neutralise l'aléa. L'aléa est la seule zone où une faute peut exister. À 9h41, notification bancaire, débit des frais d'huissier, 326,40 €. Je classe le justificatif. J'actualise le total des coûts, 19 066 €. Je laisse les centimes en attente des frais postaux. Je ne poursuis pas un montant. Je poursuis une version. À 10h07, une alerte automatique du portail patient m'informe d'une mise à jour de documents. Je me reconnecte. Le compte-rendu du 14 mars 2024 est temporairement indisponible. Message « Maintenance en cours ». Je prends une capture. Je relève l'heure. À 10h09, je comprends que quelqu'un a ouvert le dossier ce matin, après 8h17. Les logs diront qui. S'ils existent encore. Le 14 mars 2024, à 16h38, je m'assieds face au docteur L. Salle 412, lumière blanche, odeur d'antiseptique. Il consulte mon dossier sur écran, 2 moniteurs inclinés vers lui. Il ne me montre pas l'imagerie. Il lit un résumé. Il pose 3 questions fermées. Je réponds par date, durée, intensité mesurée. Il tape sans me regarder. À 16h46, il dicte symptomatologie atypique, bilan rassurant. Il ajoute hypothèse principale, affection bénigne, pas d'urgence. Il imprime une ordonnance standard, dosage minimal, contrôle à 6 semaines. Il ne programme pas d'examen complémentaire immédiat. Il me remet la feuille, me serre la main. Durée totale, 14 minutes. Je règle 90 €, dont 40 € de dépassement. Terminal CB, reçu thermique. Je classe le ticket le soir même. À 19h12, la douleur augmente. À 22h03, je prends un antalgique prescrit. À 2h17, je note un épisode syncopal. Bref, je ne consulte pas. Le 16 mars à 8h54, je contacte le secrétariat. On me propose un créneau dans 10 jours. J'accepte. Le 19 mars à 11h26, aggravation. Urgence publique, triage niveau 3. À 12h02, bilan sanguin. À 13h18, imagerie en coupe. À 14h07, un interne mentionne une complication évolutive. À 16h40, hospitalisation. Le compte-rendu évoque une fenêtre thérapeutique dépassée. J'enregistre les horaires sur mon téléphone. Je ne formule aucune objection à l'encontre du Dr L. Je demande les copies intégrales. Imagerie d'ICOM, biologie brute, compte-rendu signé, prescription, traçabilité des accès. On me remet des PDF. Je réclame les fichiers natifs. On m'indique un délai de 30 jours. Je relance à J+31. Je reçois un lien sécurisé à J+45. Entre avril et juillet 2024, je subis 3 procédures supplémentaires. 2 anesthésies, une reprise chirurgicale. Arrêt de travail cumulé. 87 jours. Indemnité journalière partielle. Reste à charge 6 412,73 €. Je ne discute pas les montants. Je conserve les justificatifs. Le 2 mai 2024, le Dr L intervient à un congrès régional. Publication sur le site de la clinique, expertise en prise en charge précoce. Photo en tribune, je capture. Le 18 juin 2024, la clinique annonce le renouvellement de sa certification qualité. Je télécharge le communiqué. En août 2024, je reçois le compte-rendu final d'hospitalisation. Une phrase attire mon attention. Consultation initiale n'a pas retenu d'urgence formelle. Je compare avec le compte-rendu du 14 mars. La formulation diffère légèrement. Je ne conclus rien. Je crée un tableau à 3 colonnes, date, source, libellé exact. Je consulte des décisions de jurisprudence relatives aux pertes de chance et aux délais diagnostiques. Je note les critères retenus. Chronologie précise, cohérence des écrits, traçabilité des accès au dossier. Je ne cherche pas un expert médiatique. Je cherche un expert procédural. En octobre 2024, je demande l'historique des connexions au logiciel médical pour la période du 14 mars au 30 avril. La clinique répond que ces données relèvent de la sécurité interne. Je cite le RGPD, article 15, droit d'accès aux données personnelles incluant les logs. Nouveau silence. Je relance par recommandé. Le 12 décembre 2024, je reçois un export CSV des accès, partiellement anonymisé. Plusieurs lignes sont masquées. Je constate une ouverture du dossier le 21 mars à 7h43, identifiant utilisateur interne. Je compare avec le planning du Dr L. Ce jour-là, il était en bloc opératoire à 8h. Je ne déduis pas. J'ajoute une note, accès précoce, vérifier rôle. Je n'ai jamais adressé de reproche direct au Dr L.
Lors d'une consultation de suivi en janvier 2025, je m'assois, je réponds aux questions, je signe le consentement pour un examen. Il me dit « évolution conforme ». Je demande une copie du compte-rendu avant de partir. Il me l'envoie par le portail à 19h12. À partir de février 2025, je structure un calendrier rétroactif minute par minute du 14 au 19 mars 2024. J'intègre mes relevés bancaires, mes données de localisation, les eurodatages des appels. Je superpose avec les comptes rendus. Certaines heures coïncident. D'autres se déplacent de quelques minutes selon les documents. Je ne parle pas de faute, je parle d'écart. En janvier 2026, je télécharge à nouveau le compte-rendu du 14 mars 2024. La phrase est devenue « urgence exclue ». Je vérifie mes archives scellées. Version initiale, pas d'urgence. La modification n'apparaît dans aucun courrier intermédiaire. Je ne contacte pas le docteur L. Je prépare 3 envois simultanés. Le 3 février 2026 à 10h07, le portail affiche « Maintenance en cours » sur le document concerné. À 10h12, le document redevient accessible. Je télécharge. La phrase est inchangée. Les métadonnées indiquent une date de dernière modification au 3 février 2026, 8h26. Je compare avec les notifications envoyées à 8h17. L'accès du 21 mars 2024 à 7h43 n'est plus présent dans le nouvel export des logs reçus l'après-midi. La ligne a disparu. Je reçois le nouvel export des logs le 3 février 2026 à 16h18. Fichier CSV, 2143 lignes. Je compare avec l'export de décembre 2024, 2144 lignes. Une différence numérique minimale. Je lance une comparaison ligne à ligne. L'entrée du 21 mars 2024 à 7h43, identifiant interne partiellement masqué, n'apparaît plus. Je ne contacte pas la clinique. Je duplique les 2 fichiers. Je calcule les empreintes numériques. Les haches diffèrent. Je rédige une note technique. Suppression d'une trace d'accès antérieurement communiquée. Je joins les 2 versions en annexe. Le 4 février à 9h02, l'Agence régionale de santé accuse réception formelle du signalement. Délai indicatif de réponse, 2 mois. Le même jour à 11h14, la clinique me propose une médiation interne. Je réponds par écrit. Refus, procédure en cours. Je conserve la preuve d'envoi. Je consulte un expert indépendant en système d'information médicaux. Rendez-vous discret, cabinet secondaire. Je lui fournis les 2 exports, les captures, les métadonnées. Il observe en silence. Il mentionne la possibilité d'une purge automatique liée à une politique de rétention. Je lui demande un avis écrit sur la cohérence des 2 fichiers transmis à des dates différentes. Il accepte contre honoraire, 2400 €. Je règle par virement. Pendant ce temps, le docteur L continue ses consultations. Nouvelle publication sur le site de la clinique, prise en charge personnalisée, réactivité. Je capture l'écran. Les avis en ligne restent favorables. Aucun commentaire négatif visible. Le 12 février, je reçois l'avis technique. L'expert ne conclut pas à une manipulation volontaire. Il note une altération de l'intégrité chronologique des logs communiqués. Il précise que la disparition d'une ligne déjà transmise nécessite une justification formelle. Je surligne cette phrase. Je transmets l'avis à mon avocate. Elle dépose une requête complémentaire pour communication forcée des journaux système complet et des politiques de rétention en vigueur au 21 mars 2024 et au 3 février 2026. Elle vise personnellement le responsable informatique dans la demande. Le 18 février à 8h30, je me présente au rendez-vous proposé par le docteur L. Salle 412, même configuration. Il dit « Nous devons clarifier certains points ». Je réponds par des dates, je mentionne la modification du compte-rendu. Il regarde l'écran, puis moi, il dit « Mise à jour rédactionnelle sans incidence médicale ». Je demande la date exacte de la modification. Il répond « Je ne l'ai pas en tête ». Je n'élève pas la voix. Je note l'heure, 8h42. Je demande si d'autres documents ont été ajustés. Il dit en non. Je demande s'il existe une procédure interne de traçabilité des modifications. Il dit en bien sûr. Je demande copie. Il répond que cela relève de la direction. À 9h17, je quitte la clinique. À 9h24, je reçois un courriel de la direction. Les logs transmis sont conformes aux obligations légales. Je compare l'heure d'envoi avec l'heure de fin de consultation. Intervalle 7 minutes. Le 25 février, le juge des référés fixe l'audience au 10 mars. Communication des pièces sous 8 jours.
La clinique produit une attestation du responsable informatique, aucune suppression manuelle, rotation automatique des journaux. Date de signature, 22 février 2026. Je vérifie la politique de rétention jointe. Elle mentionne une conservation minimale de 24 mois pour les accès aux dossiers patients. L'accès du 21 mars 2024 aurait dû être conservé jusqu'au 21 mars 2026. Nous sommes le 3 février 2026, lors de la disparition. Je ne commente pas. Je prépare un tableau comparatif entre la politique écrite et les exports successifs. Je souligne les dates. Le 10 mars à 14h03, à l'audience, la clinique soutient l'absence d'urgence initiale et l'absence d'impact de la modification rédactionnelle. Mon avocate produit les deux versions du compte-rendu et les deux exports de log. Elle ne parle pas d'intention. Elle parle d'intégrité documentaire. Le juge demande « Qui a modifié la phrase le 3 février 2026 à 8h26 ?» Silence bref. L'avocat adverse consulte un dossier. Il répond « Nous vérifierons ». À 16h12, en sortant du tribunal, je consulte mon téléphone. Notification bancaire, virement entrant de 18 740,62 € libellé provisioni. Sans libellé provision transactionnelle. Je n'ai signé aucune transaction. Le 10 mars 2026 à 16h18, je contacte ma banque. Origine du virement, compte professionnel de la clinique Saint-V. Motif, provision transactionnelle. Aucun protocole signé, aucun échange préalable. Je demande le blocage conservatoire des fonds en attendant clarification. La conseillère enregistre ma demande à 16h26. À 16h41, je reçois un courriel de l'avocat de la clinique. Offre amiable afin d'éviter une médiatisation inutile. Montant identique au total de mes frais actualisés. Condition implicite, retrait des demandes incidentes relatives au log. Aucun aveu, aucun document joint. Je transfère le message à mon avocate. Elle répond à 17h03, refus. Maintien de la demande d'expertise judiciaire complète et de communication des journaux systèmes intégraux. Je valide sans modification. Le 12 mars, ordonnance de référé. Le juge ordonne une expertise indépendante, mission étendue. Analyse des versions successives du dossier, audit des logs, vérification des politiques de rétention, identification des comptes utilisateurs ayant accédé ou modifié le document le 3 février 2026 à 8h26. Provision à consigner par la clinique, 8 000 € sous 15 jours. Le 28 mars, l'expert judiciaire est désigné. Première réunion fixée au 12 avril, 9h30, salle 2. Je prépare un classeur chronologique relié, index alphabétique, intercalaire neutre. Je ne fournis que des copies certifiées conformes. Le 12 avril à 9h47, l'expert ouvre la séance. Présent. Moi, mon avocate, l'avocat de la clinique, le responsable informatique, le docteur L. L'expert rappelle la mission. Il demande l'accès direct au serveur de production et aux sauvegardes du 3 février 2026. Le responsable informatique indique qu'une migration logicielle a eu lieu le 5 février 2026. L'expert demande les images disques pré-migration. Silence. Réponse, non conservée en l'état. Je note l'heure, 10h12. À 10h34, l'expert consulte les paramètres de rétention affichés à l'écran. Valeur actuelle, 18 mois. Il demande la version en vigueur en mars 2024. Le responsable hésite, puis admet une modification interne validée le 4 février 2026. Date postérieure à la disparition de la ligne du 21 mars 2024 dans le second export. L'expert demande le registre des modifications de configuration. Un document est au produit. Il mentionne une harmonisation des durées de conservation décidée en comité, qualité le 3 février 2026 à 8h15. Je relève l'heure. La modification du compte-rendu est horodatée à 8h26. Le 20 mai 2026, pré-rapport d'expertise. Conclusion provisoire. Existence d'une modification rédactionnelle le 3 février 2026 à 8h26 depuis un compte administrateur, incohérence entre la politique de rétention communiquée en décembre 2024 et celle appliquée en février 2026. Impossibilité de reconstituer l'intégralité des accès du 21 mars 2024 en raison de la migration non archivée. La clinique dépose des dires contestant toute intentionnalité. Le docteur L produit une note manuscrite datée du 14 mars 2024 mentionnant « urgence exclue ». L'encre est uniforme, le papier sans en-tête. L'expert observe que la note n'a jamais été versée au dossier numérique avant février 2026.
Le 30 juin 2026, audience au fond fixée au 18 septembre. La presse locale relaie brièvement l'existence d'une procédure visant la traçabilité documentaire d'une clinique certifiée. Aucun nom n'est cité, mais les commentaires en ligne s'interrogent. Le 7 juillet, l'Ordre ouvre une enquête disciplinaire parallèle sur la base du pré-rapport. Le docteur L est convoqué. Possibilité de suspension provisoire en cas d'atteinte grave à la déontologie. Le 18 septembre, à 11h02, à l'audience, l'expert confirme sous serment la modification du 3 février 2026 et l'altération de la chaîne de conservation des logs. L'avocat adverse évoque une correction stylistique et une contrainte technique liée à la migration. À 15h37, le tribunal met l'affaire en délibéré au 20 novembre. Risque mentionné, dommages, intérêts substantiels, publication judiciaire, transmission au parquet pour examen d'une éventuelle altération frauduleuse de données. Le 2 octobre 2026 à 6h12, je reçois un appel du secrétariat de la clinique. Le docteur L est hospitalisé en urgence pour insuffisance hépatique aiguë. Inscription sur liste prioritaire de transplantation. Groupe sanguin compatible avec le mien. Je consulte mon dossier médical personnel. Mention d'une transplantation rénale reçue en 2019, donneur anonyme. Code donneur partiellement masqué. Je compare les dates. Je demande par écrit la levée partielle de l'anonymat au titre d'un intérêt médical croisé. La réponse arrive le 5 octobre à 14h08. Le donneur anonyme de 2019 porte le même identifiant interne que le compte administrateur utilisé le 3 février 2026 à 8h26. Le 5 octobre 2026 à 14h08, le service de coordination des greffes me transmet un courrier sécurisé. Référence croisée autorisée par le comité d'éthique hospitalier en raison d'une compatibilité biologique actuelle. Le donneur rénal de 2019, code interne D-74X, correspond au praticien hospitalisé le 2 octobre 2026 pour insuffisance hépatique aiguë. Nom, Dr L. Je relis 3 fois la ligne d'identification. Je vérifie les numéros finesse des établissements impliqués en 2019. Concordance. Je consulte mon dossier de transplantation. Greffe rénale réalisée le 18 novembre 2019, 6h42, donneur vivant apparenté non familial, anonymat conservé à ma demande initiale. Je n'avais pas sollicité d'identité. Je contacte ma néphrologue à 14h26. Je demande confirmation des critères de compatibilité hépatique. Groupe sanguin identique. Typage HLA partiellement compatible. Je demande les risques chiffrés d'un don partiel de foie. Elle énumère morbidité 20 à 30%, mortalité inférieure à 1%. Hospitalisation prévue 10 à 14 jours, arrêt de travail estimé 8 semaines. À 15h02, je consulte le calendrier judiciaire. Délibéré au 20 novembre 2026. Enquête ordinale en cours. Rapport d'expertise versé au débat. Risque disciplinaire réel. Transmission au parquet évoqué. À 15h19, je reçois un message de mon avocate. Des discussions informelles circulent sur une éventuelle suspension provisoire. Je ne réponds pas immédiatement. À 16h11, appel du coordinateur de transplantation. Fenêtre opératoire possible sous 10 jours. Nécessité d'un consentement éclairé écrit, sans contrepartie financière, révocable jusqu'à l'anesthésie. Je demande l'envoi du formulaire par voie sécurisée. Je m'assieds à mon bureau, j'ouvre le répertoire L-bas procédure. Sous-dossier expertise. Je relis la phrase modifiée, urgence exclue. Je relis la note manuscrite produite tardivement. Je relis le pré-rapport and modification depuis un compte administrateur. Je consulte le code interne D-74X. En 2019, j'ai signé un consentement à recevoir un organe d'un donneur anonyme sans condition. Je n'ai pas posé de questions sur son identité, son âge, sa profession. Le 18 novembre 2019 à 6h42, un rein a été perfusé dans mon organisme. Je dispose du compte rendu opératoire. Ischémie froide, 9h12, reprise diurèse immédiate. Aucune mention du nom du donneur. Le 6 octobre 2026 à 8h03, je me rends au centre de transplantation. Bilan prédon, biologie complète, imagerie hépatique, évaluation psychologique standardisée. Je réponds par oui ou non. On me demande si je subis une pression. Je réponds non. On me demande si une procédure judiciaire en cours influence ma décision. Je réponds non. À 11h47, le comité valide ma candidature sous réserve d'un délai de réflexion de 48 heures. Je signe la réception de l'information sur les risques.
À 14h22, je reçois un courriel de l'avocate adverse proposant une transaction globale incluant retrait de la plainte ordinale, renonciation à publication, maintien d'une clause de confidentialité. Aucun lien explicite avec l'état de santé du docteur L. Je ne réponds pas. Le 8 octobre à 9h, je retourne au centre. Je signe le consentement au don partiel hépatique. Signature manuscrite, 3 pages, témoin présent. Heure notée. À 9h37, j'adresse à mon avocate un message unique. Retrait des demandes accessoires relatives au log. Maintien de la demande d'expertise limitée à l'analyse médicale initiale. Elle appelle. Je ne décroche pas. Je confirme par écrit à 9h44. Le 12 octobre 2026 à 5h58. Admission en bloc. Identifiant patient, bracelet code barre. À 7h12, anesthésie générale. À 7h46, incision. Je ne perçois plus les heures suivantes. Le 13 octobre à 18h03, en unité de soins intensifs, je consulte brièvement mon téléphone. Message de l'hôpital, greffon fonctionnel, receveur stable. Le 23 novembre 2026, le tribunal constate le désistement partiel et l'accord des parties sur une expertise restreinte. Aucune publication judiciaire. L'ordre suspend sa procédure disciplinaire dans l'attente d'éléments complémentaires non fournis. Le 2 décembre 2026, je reçois un courrier simple du docteur L, sans en-tête institutionnelle. 3 lignes, confirmation de la réussite chirurgicale, mention d'une dette biologique, absence de commentaires sur la procédure. Je classe le courrier dans L-procédure, sous dossier clôture. Je ferme le répertoire. Je conserve les sauvegardes. Dans mon dossier médical, 2 dates demeurent. 18 novembre 2000, 19 et 12 octobre 2026. Aucune annotation sur les motivations, aucune mention des logs, seulement des constantes biologiques stabilisées. Je n'ajoute rien. Le 15 décembre 2026 à 9h14, je me présente au contrôle post-opératoire. Bilan hépatique, transaminase en décroissance INR normalisée, cicatrice propre. Le chirurgien note évolution satisfaisante. Il ne mentionne pas le nom du receveur. Je signe la feuille de présence. Le 20 décembre, mon avocate m'adresse un récapitulatif. Désistement partiel enregistré, expertise limitée en cours sur la seule question médicale initiale, sans extension au système d'information. Les pièces relatives au log restent au dossier mais ne sont plus activement soutenues. Audience de clôture technique prévue au printemps 2027. Je consulte le répertoire L-procédure une dernière fois. Sous dossier complet, index à jour, je crée un nouveau dossier, 2019-badon. J'y place la copie du courrier du 5 octobre 2026 révélant l'identité du donneur, le consentement signé le 8 octobre, le compte rendu opératoire du 12 octobre. Je n'ajoute aucun commentaire. Le 4 janvier 2027, je reçois une convocation du Conseil de l'Ordre. Objet, audition complémentaire suite à suspension de la procédure disciplinaire. Je me présente le 18 janvier à 10h02. On me demande si je maintiens des griefs relatifs à une altération intentionnelle du dossier. Je réponds. Je m'en tiens au périmètre médical initial. La phrase est consignée. Le docteur L n'est pas présent. Son avocat indique une convalescence prolongée. Il transmet un certificat médical. Incapacité temporaire de travail de 3 mois. Je note la durée. Le 3 mars 2027, l'expert judiciaire dépose son rapport final limité. Il conclut à une appréciation clinique discutable au 14 mars 2024, sans pouvoir affirmer un lien certain avec l'évolution ultérieure compte tenu de la complexité du tableau. Il mentionne en annexe l'existence d'une modification rédactionnelle postérieure sans analyse approfondie, faute de mission étendue. Le 28 avril 2027, jugement au fond. Le tribunal retient une perte de chance partielle, évalue le préjudice à 12 000 €, déjà couvert par la provision initiale. Pas de publication. Pas de transmission au parquet. Chaque partie conserve ses dépens complémentaires. Je consulte le dispositif, je vérifie les montants, je classe la décision. Le 12 mai 2027, je reçois un relevé bancaire définitif. Solde après ajustement, 0 € au titre de la procédure, aucun versement supplémentaire. Le 30 juin 2027, rendez-vous commun de suivi médical organisé par le Centre de transplantation pour donneurs et receveurs, conformément au protocole. Salle neutre, présence d'un coordinateur. Le docteur L entre à 9h31. Perte pondérale visible, teint pâle, cicatrice sous-costale. Il s'assoit en face de moi. Le coordinateur vérifie nos constantes.
Tension artérielle, fréquence cardiaque, bilan biologique comparé. Fonction rénale stable chez moi. Fonction hépatique en amélioration chez lui. Aucun échange personnel requis par le protocole. À 9h47, le coordinateur demande si nous souhaitons ajouter une déclaration au dossier médical commun. Le docteur L répond « Non ». Je réponds « Non ». La case « Commentaire » reste vide. Le 15 août 2027, je supprime le répertoire L-bas procédure de mon ordinateur principal. Je conserve une copie chiffrée hors ligne, sans mot de passe partagé. Je ne la consulte plus. Je ne publie rien. Je ne contacte aucun journaliste. Je ne rédige aucun témoignage. Dans mon dossier hospitalier, 2 interventions majeures figurent à 8 ans d'intervalle. Les lignes se suivent sans annotation explicative. Dawn vivant 2019. Dawn vivant 2026. Je mesure ma créatinine chaque trimestre. Je contrôle mes enzymes hépatiques. Je conserve les résultats dans un classeur papier distinct. Le docteur L reprend une activité réduite à l'automne 2027, selon le site de la clinique. Nouvelle mention, retour progressif après problème de santé. Je capture l'écran une dernière fois, puis je supprime l'image. Aucune procédure n'est en cours, aucun log n'est examiné. Les versions du 14 mars 2024 coexistent dans mes archives privées. Je ferme le classeur. Je n'inscris aucune conclusion.